Bonsoir à tous. Les titres de l'actualité à la une. Réconciliation nationale. Gouvernement guinéen et partenaires au développement conjuguent les efforts pour consolider la paix. D'où la tenue d'un atelier sur les mécanismes de justice transitionnelle. Recensement général dans le secteur sanitaire. L'opération vise tous les médecins exerçant sur le territoire national. Objectif, limiter les multiples dérapages causés par les non-professionnels. Et puis ce soir, zoom sur l'enseignement pré-universitaire et supérieur. Réforme et défis dans le secteur. Notre reporter Kermousman Diallo sera sur ce plateau. Encore bienvenue à tous. Direction Mamou, la ville Carrefour, où s'est tenue une journée de partage d'expérience sur le rôle des autorités régionales et communales dans les mécanismes de justice transitionnelle et la réconciliation nationale. La formation destinée aux préfets et gouverneurs du pays est une initiative du Haut Commissariat des Nations Unies et l'Organisation internationale de la francophonie. Mamadou Pate Baldé, RTG Mamou. Depuis 2010, le gouvernement guinéen a entamé un processus de réconciliation nationale dans le pays, d'où la tenue à l'ENATEP de Mamou de cette troisième rencontre axée sur le rôle des autorités régionales et communales dans les mécanismes de justice transitionnelle et la réconciliation nationale. Ça regroupe pour la première fois tous les préfets, tous les gouverneurs, autour d'un enjeu très important qui consiste à discuter, parler de la participation, de la contribution de l'administration, de ses administrateurs locaux dans le cadre de la médiation et de la réconciliation. C'est un processus qui a été engagé par les plus hautes autorités de l'État, notamment le chef de l'État, qui a mis en place un comité provisoire de réflexion. Et donc notre rôle en tant que bureau, c'est d'accompagner ce comité provisoire dans la réflexion pour faire des propositions concrètes au chef de l'État. Pour la mise en œuvre de ce processus, les administrateurs territoriaux ont un rôle important à jouer dans leurs juridictions respectives. Il s'agit de s'associer à une initiative du Haut Commissariat au droit de l'homme en Guinée, ce que nous faisons depuis l'année dernière, afin de pouvoir accompagner la volonté politique exprimée par le chef de l'État. Pour relever ce défi, le Haut Commissariat aux droits de l'homme et l'OIF interpellent la conscience de la population en vue de s'approprier le processus de réconciliation nationale à travers la promotion de la paix et la cohésion sociale dans le pays. Je vous l'annonçais en titre, recensement général dans le secteur sanitaire. L'opération pilotée par le Conseil national de l'Ordre des médecins de Guinée vise tous les médecins exerçant sur le territoire national. L'action s'inscrit dans l'optique de limiter les multiples dérapages causés par les non-professionnels qui deviennent de plus en plus nombreux sur le terrain. Kerno Maroufouba, Moussa Komara. En Guinée, le constat révèle que tous les acteurs exerçant dans le domaine médical ne sont pas des professionnels. Il en résulte ainsi des multiples dérapages dans l'administration des soins aux populations. Le Conseil de l'Ordre national des médecins de Guinée entend changer la donne, d'où cette première opération d'enrôlement de tous les médecins évoluant sur le territoire national. Nous avons pour mission principale d'abord de moraliser la profession médicale, ensuite d'organiser l'exercice de la médecine dans notre pays. Parce qu'il y a beaucoup de non-médecins qui exercent la profession médicale. Donc c'est l'occasion de vérifier les diplômes de ces médecins et de vérifier également l'authenticité de ces diplômes. Basé sur le porte-à-porte, ce recensement général des médecins de Guinée est perçu par les autorités sanitaires comme la meilleure stratégie de réglementation, mais aussi de planification des différents programmes de santé en vigueur dans le pays. Aujourd'hui, on assiste à un discrédit du personnel médical dû à un certain nombre de gaffes qui sont faites par des personnes non identifiées. Donc aujourd'hui, le but de cet ordre national des médecins, c'est de savoir à l'hôpital qui est médecin, qui est quel type de médecin, quelle est votre spécialité, quelles sont vos limites, qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Je pense que cela est indispensable pour le bon fonctionnement de notre système médical. Il est recommandé que tout médecin d'un pays qui n'est pas inscrit dans l'ordre des médecins de ce pays n'est pas reconnu comme médecin. Donc à cette occasion, j'invite tous les médecins à s'inscrire dans l'ordre des médecins pour être reconnus comme médecins de la Guinée. Les agents recenseurs sont à pied d'œuvre et passeront dans tous les services des établissements sanitaires de la capitale et de l'intérieur du pays. Déjà, l'opération connaît un grand engouement à son lancement à Conakry.
Dans le pays profond, à Boké, l'hôpital régional est confronté à un certain nombre de problèmes, notamment le manque criard d'équipements, de sources d'énergie et de moyens logistiques. Néanmoins, cette structure bénéficie de l'appui technique et financier des partenaires pour le fonctionnement régulier de certains services clés. Les autorités tirent la sonnette d'alarme pour cet hôpital qui reste l'une des plus grandes structures sanitaires du pays. Soldo Keïra. L'hôpital régional de Boké, structure de référence de la région, sa dernière rénovation partielle remonte à 2007 par l'Union européenne à travers le 8e FED. D'une capacité prévisionnelle de 150 lits, le fonctionnement de ces 10 services reste sérieusement affecté de nos jours par la vétusté de la plupart de ces équipements. Nous avons engagé ces jours-ci la réfection et le remplacement de l'ensemble de nos matériaux. Nous avons également engagé des travaux de réhabilitation de certaines infrastructures et de certains équipements en fonction des moyens dont nous disposons. Depuis plus d'un an, le seul appareil de radiographie ne marche plus. Pire, l'ensemble des équipements d'analyse biomédicale se trouvent immobilisés faute de climatisation. Les malades font ainsi recours aux structures minières de Kamsar et de Sangaredi. Pour parer au déficit de courant électrique dans ce service stratégique, l'UNICEF offre ce frigo solaire pour la conservation régulière des réactifs de laboratoire. Nous sommes en train de faire le plaidoyer auprès de différents partenaires pour obtenir le matériel qui nous manque. C'est pour cela que nous sollicitons près du gouvernement l'appui pour que ces structures soient fonctionnelles. Ce service de pédiatrie construit à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance nationale vise à décongestionner la pléthore des effectifs. Un an après, il reste inopérationnel faute d'équipement et de mobilier. L'unique ambulance qui assurait jusqu'ici le transport des femmes enceintes est également en panne. L'essentiel des actions urgentes comme les interventions chirurgicales est rendu possible par ce groupe de 42 kVA. Sa consommation, 15 000 litres de carburant l'année. Hors du continent, le 40e congrès mondial de la médecine militaire s'est tenu récemment en Arabie Saoudite. La Guinée était représentée à ce rendez-vous international par une forte délégation des services de santé de l'armée guinéenne. La rencontre a permis aux participants d'examiner les problèmes liés aux services de santé militaire. Lieutenant Al-Iyas Kamara signe ce reportage. Le 40e congrès mondial de la médecine militaire a pour objectif d'échanger les expériences en pratique médicale et harmoniser les approches sur le plan administratif de l'institution qui est le Comité international de la médecine militaire. Une institution créée en 1921 et qui de nos jours regroupe à son sein plus de 106 pays dont les États-Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne et j'en passe. Chaque 2 ans, le congrès est organisé dans l'un des pays membres. Les temps forts de ce 40e congrès de la médecine militaire auront été l'admission de la Guinée à l'institution comme membre statutaire à l'instar des autres pays candidats. Et la Guinée a saisi l'occasion pour s'acquitter du paiement de sa cotisation jusqu'à l'an 2017. Le chef de la délégation guinéenne, colonel Rémi Lama, directeur général des services de santé des forces armées guinéennes, a aussi mis l'opportunité à profit pour nouer des relations avec d'autres pays membres dans le cadre du renforcement des liens de coopération bi- et multilatérale. Vous imaginez qu'après 40 ans, la Guinée, à travers son service de santé des armées, vient d'être admise au sein de ce congrès international de médecine militaire. Cette joie, elle est partagée entre tous nos confrères d'armes se trouvant en Guinée à travers le monde. Ceci, c'est un acquis, c'est une des preuves pour dire que la Guinée is back. Avant la clôture du congrès, la délégation guinéenne a visité les stands d'exposition de matériel scientifique. C'est la salle Hilton qui a servi de cadre à la clôture de la cérémonie présidée à l'occasion par le directeur général des services de santé de l'armée saoudienne. Le Conseil national de la transition invite les secrétaires généraux des partis politiques et le premier responsable des alliances
des alliances ayant des députés élus à l'Assemblée nationale le 28 septembre 2013 à une rencontre le jeudi 26 décembre 2013 à 11h dans la salle des actes du Palais du Peuple pour remise officielle du guide du député. Sont invités à cette cérémonie la CERI, le ministère de l'administration du territoire, l'Union européenne, l'ambassade de France, Conakry, 24 décembre 2013, Hadjara Biatou Siradiallo. Conformément aux dispositions du décret numéro D/95/250/PRG/SGG du 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée, Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique porte à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du mercredi 25 décembre 2013 commémorant la naissance de Jésus-Christ est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleuses et travailleurs de Guinée. Madame Baldé Hadja Mariamaba. Et puis, une caravane de sensibilisation vient de sillonner certaines préfectures de la Guinée avec pour cible principale les jeunes. Ces jeunes ont été sensibilisés sur le concept d'intégration et en particulier sur la vision et la mission de la CEDEAO. De cette caravane, il en ressort la nécessité d'introduire la formation sur les institutions internationales en milieu scolaire. Kernosman Yallo, explication. C'est la caravane de l'intégration africaine en route pour l'intérieur du pays. Première étape, le lycée Fili de Koya. Ces caravaniers, tous du ministère de la Coopération internationale, vont partager avec les élèves de cette école la vision de la CEDEAO en matière d'intégration africaine. Mais avant, une petite évaluation est nécessaire. La CEDEAO comprend combien d'États? La CEDEAO comprend 6. 5. Libéria. 6. La Mauritanie. L'exercice va durer une demi-heure. Plusieurs élèves vont être interrogés, mais aucun ne parviendra à citer les 15 États membres de la CEDEAO. L'importance de cette caravane, parce que ça nous a montré que même les élèves ne sont pas au courant. Pour nous, on ne peut que demander au système éducatif guinéen de renforcer davantage, d'augmenter les programmes et d'informer les élèves surtout sur nos institutions sous-régionales. Après Kouya, cap sur Kindia, notamment au centre universitaire, où les étudiants vont apprendre la nouvelle approche de la CEDEAO sur l'intégration. Une caravane pour surtout faire découvrir la vision 2020 de la CEDEAO. C'est l'espoir des États africains de demain. L'espoir de l'Afrique, c'est l'intégration de nos États. La CEDEAO a été créée le 28 mai 1975 au Nigeria. La Guinée est membre fondateur de cette organisation qui regroupe 15 États. À Conakry, les travaux de bitumage de la transversale T6 sont repris après plusieurs mois d'interruption due au retard dans le paiement des acomptes de l'entreprise. La Guinéenne de construction Gicopress entend réaliser cette autre voie dans les règles de l'art. Fatmata Samoura, Mohamed Mpati Kamara. Ça y est, la transversale numéro 6 reçoit enfin la première couche de béton bitumineux. Pour ce départ, l'opération concerne la bande d'essai sur environ 400 mètres. On a commencé le bitumage de la deuxième voie sur la T6 Nord. On a tiré sur 450 mètres, un tapis d'arrobé de 7 cm d'épaisseur. La dernière opération sur ces gros travaux qui ont pris beaucoup de temps, mais au jour d'aujourd'hui, on est en train de les achever. La transversale T6 est élargie en une autoroute express à deux sens, séparée par des terre-pleines centrales. Une grande première en matière de construction de vases secondaires. L'opération de bitumage, comme vous pouvez constater, nous sommes pratiquement à 25% et nous continuons au fur et à mesure que la pose des bordures suit. On remarque une nette satisfaction de la population. On est soutenu d'ailleurs par des riverains
Tout se passe bien jusqu'ici. Longue de plus de 2 km, la T6 part du carrefour Wanindara sur la route Le Prince et relie le marché Anta au quartier Fossédé sur la corniche de Kobaya. Un axe routier qui, au finish, dispensera aux riverains un grand détour inutile pour rallier leur domicile. L'opération de déguerpissement déclenchée par le gouvernement se poursuit à travers la capitale. Ce matin, notre équipe de reporters basée à la primature s'est rendue sur le terrain pour constater de visu l'occupation illégale des emprises et autres lieux publics. Histoire de faire le suivi de cette opération de déguerpissement, vivement saluée par les citoyens. Hadi Kamara. Bien que le gouvernement ait déployé des efforts et des énergies dans le cadre de l'assainissement et de déguerpissement, certains conducteurs de remorques et autres gros camions rechignent à libérer les emprises. Ce matin encore, on a fait un tour au niveau de certains espaces de la capitale occupés de façon illégale par certains citoyens. Alors, à l'image des occupants de ces baraques situées en bordure de mer au quartier Sandarvalia dans la commune de Kaloum, tous les autres encombrants physiques de la capitale doivent être dégagés. D'accord, c'est pas grave, nous sommes d'accord. Comme on le constate, des remorques sont garées le long des artères principales et d'autres empêchent les voitures de circuler librement, qui demandent des réflexions et des actions concertées sur le terrain. Nous sommes passés par le service de l'habitat, système de marquage de tous les lieux qui devraient être déguerpis, c'est par la voie des ordres. Voilà les on leur a dit de quitter. Dans cette perspective, le gouvernement a envisagé un certain nombre de mesures susceptibles de soulager les usagers dans la circulation routière. Tout ce qui et l'endroit qui ne sont pas assainis. Nous allons engager demain, 8 novembre, en passant par Esplanade de Salle 28 septembre, Bellevue, jusqu'au en passant par Madina, Avaria, Constantin Carrefour, jusqu'à grand rond-point de Sia. Le gouvernement n'entend pas lâcher cette action d'envergure à mi-chemin. Quoi qu'il en soit, il veut poursuivre ses démarches pour viabiliser son projet d'assainissement et de déguerpissement afin de rendre cette ville aérée où il fait bon vivre. Également dans l'actualité, le lancement du projet d'adaptation de la production agricole au changement climatique pour minimiser les risques d'érosion et protéger l'environnement. Dirigé par l'Institut de recherche agronomique de Guinée, ce projet vise à promouvoir des systèmes agricoles durables adaptés aux bassins versants de 2 cours d'eau. Fodé Camara, compte rendu. À plus de 700 km de Conakry, Sérédou, une commune rurale de Macenta. Ici, sous les rives de la Vérée, les ressources naturelles enregistrent une forte pression, due entre autres à la coupe abusive du bois et à l'érosion. Ces différents facteurs provoquent la dégradation des sols et augmentent les risques d'assèchement du cours d'eau. Pour aider les populations rurales à faire face à ce phénomène, le projet d'adaptation de la production agricole au changement climatique vient d'être lancé. Objectif, mettre en synergie les connaissances scientifiques et locales. Ce projet est là pour initier de nouveaux projets avec les acteurs. C'est pourquoi nous allons impliquer fortement tous les projets qui évoluent dans les différents bassins versants et tous les acteurs, de façon que la continuité puisse être garantie par le financement, mais aussi par la synergie entre les différents acteurs parties prenantes. Il faut prendre tous ces acteurs-là, les mettre ensemble. C'est pourquoi nous parlons de formation d'une plateforme multi-acteurs. Parce qu'il faut prendre les préoccupations de chacun de ces acteurs pour que les résultats de l'étude soient fiables. Comme dans 6 autres pays de la sous-région, en Guinée, le projet d'amélioration de la résilience au changement climatique des écosystèmes agricoles le long des bassins versants aura une durée de 2 ans. Avec pour principal défi, développé par une approche participative des systèmes agroforestiers, durables et respectueux de l'environnement. Il s'agit pour nous de pour permettre de ne
pas dégrader les forêts, de ne pas dégrader les écosystèmes naturels que constituent ces forêts et les mangroves qui sont autour de nous. Ceci aura l'avantage non seulement de produire mieux maintenant, mais de préparer aussi nos écosystèmes naturels, nos ressources naturelles à servir aussi les générations à venir. Outre le bassin versant de la Verrée dans Macenta, le deuxième site d'intervention de ce projet est le périmètre arrosé par le fleuve Nanon, un cours d'eau de la commune rurale de Kinyeran, là-bas à Mandiana. Direction Koumbia, dans la préfecture de Gawal, à 4 km de Conakry. Les femmes de cette d'une mini laitière entièrement équipée, un don durable du bétail ruminant endémique. Il vise à soulager de lait qui ont déjà appris des techniques de transformation de cet aliment riche en vitamines. Ablaye Diallo. Hadji Diallo est producteur de Gawal. Si c'est l'heure des vaches est très prisé dans les repas, ici dans cette zone, la production du lait est nettement supérieure à la demande et le problème de conservation se pose aux producteurs. Désormais, à 25 km de là, une des solutions à cette problématique est déjà trouvée avec la construction et l'équipement de cette mini-laiterie à Koumbia. Ces femmes ont appris la technique de transformation du lait en plusieurs sous-produits. Du yaourt, du beurre de table, du lait pasteurisé et du fromage. Après avoir laissé le lait, on le contrôle. S'il n'est pas acidifié, on a des testeurs ici, testeurs en alcool, on a des testeurs traditionnels encore. Après avoir testé le lait, on le pasteurise, on le refroidit. Après le refroidissement, maintenant on retire le lait, on met les mélanges. Après avoir mélangé, on met dans les pots, on envoie dans le réfrigérateur. Ces femmes souhaitent avoir des moyens de transport pour la collecte du lait et la commercialisation des produits laitiers. Malgré leurs difficultés, elles entendent produire suffisamment pour approvisionner les différents marchés du pays. À Conakry, l'ONG Leadership Féminin pour le Développement s'active pour plus d'implication des femmes dans les postes de prise de décision. Pour se faire entendre, ces femmes ont animé une conférence débat sur le thème « Le rôle de la femme dans le développement socio-économique de la Guinée ». Hadiatou Bari Hawasangari. En Guinée, les femmes constituent 52% de la population selon les dernières statistiques officielles. Cependant, elles sont peu représentées au poste de décision du pays. Pour relever ce défi, l'ONG Leadership Féminin pour le Développement sensibilise les femmes pour le rôle qu'elles jouent dans le processus de développement social. La femme, surtout guinéenne, elle assume sa responsabilité. Elle est dans l'économie guinéenne. Elle œuvre pour le développement de notre pays. C'est incontestable. Selon la constitution guinéenne, l'homme et la femme ont les mêmes droits. Mais le constat révèle que les hommes sont plus privilégiés par rapport aux femmes. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien. Notre pays est un bon exemple dans la mesure où, depuis l'indépendance, la Guinée, notre pays respectivement, s'est investi dans ce domaine-là. Et nous, on nous a appris que la femme est le baromètre de la société. Créée depuis avril 2010, l'ONG Leadership Féminin pour le Développement compte 30 membres. Elle envisage plusieurs activités de sensibilisation pour la défense des femmes victimes de violences. Ça y est, le plus beau bébé de l'année 2013 est désormais connu. Son nom, Ibrahim Bangoura. Il a été élu à l'issue d'un concours dirigé par un jury. C'est une initiative de la structure Numa Communication qui s'inscrit dans la 4e édition de Fête des Mères. Mamadou Alpha Baldé revient sur le film de l'événement. Prestations artistiques, récitals et sketchs sur la bravoure de la femme et l'entretien des enfants, c'est parti pour la 4e édition de la Fête des Mères pour élire le plus beau bébé de l'année. À tour de rôle, la trentaine de mamans et leurs bébés défilent devant le jury. L'allaitement maternel, la vaccination et l'âge des bébés sont entre autres questions posées par les membres du jury. Après 2 heures d'horloge, le résultat tombe. La première place revient à Ibrahim Bangoura.
Aujourd'hui, je suis très contente. Je ne savais pas aujourd'hui si j'allais gagner. Parce qu'il y a beaucoup de bébés. Moi, mes enfants prennent le lait maternel jusqu'à 6 mois. Je dis à les mamans de faire comme moi, de prendre soin de leurs enfants. L'enfant, c'est la propriété. Quand la maman est propre, la croissance de l'enfant est rapide. Pilotée par la structure Numa Communication, la fête des mères est aussi une façon de promouvoir les bonnes pratiques chez les nourrices. Je suis très contente de participer à cette fête aujourd'hui parce que là, il y a des mères qui ne connaissent pas vraiment le sens de la vaccination et pourtant c'est très important. Ça protège les bébés, ça nous aide à bien éduquer les enfants. Il y a une question d'éducation. Vraiment, c'est très bien d'organiser ça. On sent que les mamans maintenant, les mamans de cette nouvelle génération, on sent qu'elles sont vraiment dans le bain de l'actualité. Elles savent qu'est-ce que l'excision a comme côté néfaste. Elles savent que l'allaitement, il faut allaiter l'enfant de façon exclusive jusqu'à 6 mois. Des satisfecits et cadeaux pour les participants. La prochaine édition est prévue en 2014. Le Conseil national de la transition CNT invite les secrétaires généraux des partis politiques et le premier responsable des alliances ayant des députés élus à l'Assemblée nationale le 28 septembre 2013 à une rencontre le jeudi 26 décembre 2013 à 11h dans la salle des actes du Palais du Peuple pour remise officielle du guide du député. Sont invités à cette cérémonie la CENI, le ministère de l'administration du territoire, l'Union européenne, l'ambassade de France. Conakry, 24 décembre 2013, Hadjara Biatou Siradialo. Culture à présent, Miss Guinée, elles étaient 20 au départ, mais seules 18 candidates ont pu être disponibles pour les dernières répétitions avant la grande finale le vendredi. La Miss 2013-2014 sera connue le 27 de ce mois. Alia Kamara. La dernière ligne droite avant la consécration pour 3 de ses filles. Détendues et motivées, c'est la première fois que les préparatifs incluent la danse traditionnelle. Plusieurs séances de répétition par jour pour permettre aux candidats d'être à chance égale. Malgré les contraintes imposées par le Comigui, les filles le prennent avec beaucoup de philosophie et de détente. Ça va, on est toutes folles à notre façon, on s'aime bien, pas de problème, c'est déjà ça quoi. C'est qu'on se dit que c'est vrai qu'on est là pour une compétition, mais on se dit aussi qu'on est des sœurs et que la vie est belle, ce n'est qu'un jeu. Une ambiance saine dans un esprit de compétition. Les 4 régions naturelles et la zone spéciale de Conakry vont s'affronter pour le sacre final. À l'issue de la soirée du vendredi 27 décembre, les plus belles jeunes filles, la Miss et ses 2 dauphines seront connues. Elles sont toutes bien dévouées dans ce qu'elles font. Ça me plaît beaucoup. Je sais que ça va aller. Malgré qu'il y a eu un petit retard par rapport à celles qui viennent de l'intérieur. Mais tout à fait normal, ça va aller. Les 20 candidates promis pour la finale. Nous avons les 18 et les 2, il y a 2 cas de force majeure à Cancan. Mais je pense qu'avec les 18 déjà on se retrouve. Les difficultés ça ne se trouve pas maintenant. Seulement il faut remonter le moral pour qu'elles soient vraiment en mesure d'affronter la finale quoi. Ces préparatifs sont une nouveauté instaurée par le comité Miss Guinée. Le Comigui s'inspire en cela par les disciplines auxquelles les candidates sont soumises lors des compétitions Miss Monde. Actualité oblige, les fidèles chrétiens de Guinée, à l'instar de leurs co-religionnaires du monde, célèbrent aujourd'hui la fête de Noël ou la nativité de Christ. Les points avec François Marin. Ce n'est certes pas la plus grande fête chrétienne, mais sans doute la plus populaire. Elle commémore la naissance de Jésus de Nazareth, une tradition chrétienne qui entretient tout un mythe comme le témoigne ce prêtre catholique. Bon, Noël, c'est la grande fête de la nativité du Seigneur Jésus et c'est le Fils de Dieu qui s'est fait chair et qui est venu dans notre monde prendre notre nature humaine. Et c'est le jour où il est né à Bethléem de la Vierge Marie, celle que Dieu a choisie pour nous donner le Sauveur. Et le Christ vient en notre humanité, il prend chair dans notre chair pour nous donner de devenir enfants de Dieu. Et donc c'est un grand don qui est fait à toute l'humanité et nous devons en être reconnaissants.
Noël est fêté dans la nuit du 24 au 25 décembre et le 25 toute la journée par la majorité des églises. Les églises orthodoxes célèbrent cette fête le 25 décembre du calendrier julien, ce qui correspond au 7 janvier grégorien. Jean-Baptiste Camara est prêtre de l'église anglicane de Conakry. Pour ce révérend pasteur, Noël est l'occasion pour le chrétien d'ouvrir son cœur à l'enfant Jésus. D'abord, cette nuit, c'est une nuit d'attente. On attend l'arrivée du Sauveur du monde, le Prince de la paix. Recevant Jésus, c'est recevoir la paix, et cette paix que le monde ne peut donner, sauf Dieu par Jésus le Christ notre Seigneur, dont nous attendons sa naissance le jour de Noël, le 25 décembre. Ce soir, la messe de minuit sera célébrée dans la majorité des églises. Plusieurs familles préparent déjà le repas de Noël, un repas festif qui regroupe toute la famille. Il est constitué notamment de la dinde de Noël, de fruits de mer, de foie gras et se termine traditionnellement par la bûche de Noël. Joyeux Noël à tous. Conformément aux dispositions du décret numéro D/8215/250/PRG/SGG du 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée, Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique porte à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du mercredi 25 décembre 2013 commémorant la naissance de Jésus-Christ est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleuses et travailleurs. Madame Baldé Hadiamariamaba. La structure Y-Events est spécialisée dans la décoration interne ainsi que des espaces publics. En cette période de fin d'année, l'agence fait des affaires et le business commence à faire son chemin. Y-Events vient d'offrir ses services à la RTG Coloma. Mohamed Alpha Baldé s'est intéressé à ce métier de décoration. Suivez. À l'approche de la nouvelle année, plusieurs Guinéens songent à donner une image particulière à leurs locaux. Aujourd'hui, des structures spécialisées dans la décoration prospèrent dans le domaine. Y-Events a 3 ans d'expérience dans la décoration. En cette période de fin d'année, la structure fait des affaires. C'est une période assez occupée en ce moment. On a pas mal de mariages, les événements de fin d'année pour les entreprises, les dîners d'affaires, les arbres de Noël. Donc en ce moment, on est assez occupé. Les fêtes de fin d'année ont une envergure planétaire. Pour certains, les Guinéens sont juste en train de se mettre au même niveau que les autres nations du monde. On a une nouvelle génération de personnes qui sont allées à l'étranger, qui sont revenues, qui ont vu ce qui se passe de l'autre côté. Et aujourd'hui, avec l'ouverture, vous savez, les médias, l'Internet, les journaux, les gens voient comment ça se passe chez les autres. Et aussi, on veut faire un peu comme les autres, on veut faire de manière plus élaborée, avec beaucoup plus d'expertise et que tout le monde soit vraiment content du service. La rédaction du journal télévisé et le plateau de la chaîne nationale sont déjà embellis par Y-Events. À quelques jours de 2014, Conakry s'apprête à accueillir la nouvelle année. Au compte de notre page rétrospective, ce soir nous allons faire un zoom sur l'enseignement préuniversitaire et supérieur. Des réformes menées en cours, en perspective jusqu'aux scandales financiers qui ont fait la une des journaux, surtout durant les périodes d'examen. Tout est passé en revue dans ce reportage de Kernosman Diallo. Pour la première fois, les élèves des écoles publiques apprennent la langue anglaise dès leur admission au collège. Cet enseignement, jusque-là réservé à leurs aînés du lycée, leur est enfin accessible. C'est la grande innovation de l'année dans le secteur de l'enseignement préuniversitaire. Au niveau des évaluations, la rigueur poursuivie a produit des effets. 30% des candidats aux examens nationaux ont eu leur admission contre 23% en 2012, soit une amélioration de 7%. Des 700 heures de cours traditionnels, le temps d'apprentissage est passé à 889 heures. Le standard dans la sous-région est de 900 heures de cours.
Mais ces résultats ne couvrent pas l'autre face du secteur de l'enseignement préuniversitaire en Guinée. Des écoles comme celle-ci existent toujours. Dans certaines écoles urbaines, la pléthore d'élèves est un réel handicap pour les professeurs, tandis qu'en milieu rural, l'insuffisance de ces derniers accable toujours les parents d'élèves. Malgré le recrutement de 1700 enseignants dans ce secteur, 2013 aura été marqué par l'implication des inspecteurs du ministère des Finances dans la gestion des fonds alloués à l'organisation des examens nationaux. Un fait inhabituel, consécutif à des soupçons de détournement. Aurait-on réellement surfacturé de l'ordre de plusieurs milliards de francs guinéens le coût de l'organisation des examens nationaux? Le rapport des inspecteurs financiers n'a toujours pas été publié. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, 2013 aura été l'année du cinquantenaire de l'université guinéenne. Une célébration sous fond de réforme et du combat pour une reconnaissance à l'échelle internationale des diplômes délivrés dans les universités guinéennes. Ce colloque du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur a ainsi été organisé dans ce sens il y a quelques semaines à Conakry. Dans le même secteur, l'année aura été marquée par une évaluation des établissements d'enseignement supérieur assortie de l'élaboration de nouveaux documents de stratégie dans l'optique de bâtir un système performant et moderne. La construction de 5 universités d'excellence a fait aussi l'objet de discussions. Pour étudier la faisabilité de ce projet, 9 milliards de francs guinéens ont été octroyés par le gouvernement. Malgré une hausse du budget alloué au secteur passé de 377 milliards en 2012 à 487 milliards de francs guinéens, la recherche scientifique reste toujours le parent pauvre de l'enseignement supérieur en Guinée. Changer cette tendance est un des défis à relever lors des prochaines années. À présent, nous allons recevoir sur ce plateau Kerno Ousmane Diallo, le reporter qui a travaillé sur ce dossier éducation. Kerno, bonsoir. Bonsoir, ma fille. Alors, on vient de voir dans ce reportage que les efforts ont été réalisés, mais toutefois, des actions doivent être entreprises pour booster ce secteur de l'éducation en Guinée. Qu'en est-il? Oui, tout à fait. Des réformes comme principalement l'introduction de l'anglais dans le cursus de formation des élèves guinéens dès le collège, une première, il faut le dire. Il faut aussi reconnaître que les Guinéens ont longtemps tergiversé autour de ce débat. Or, en même temps, la Guinée s'engageait dans la ZMAO. Donc, ça veut dire que la Guinée sera, dans cette seconde zone monétaire, le seul pays francophone aux côtés des pays comme le Nigeria, le Ghana et le Libéria, la Sierra Leone et la Gambie. Et autre aspect, autre importance de l'introduction de l'anglais dans le cursus de formation des élèves dès le collège, il y a que les sociétés minières qui s'installent de plus en plus en Guinée demandent à ce que les jeunes qui doivent être recrutés soient absolument bilingues. Or, les Guinéens n'étant pas préparés à cela, il s'avère donc que les jeunes Guinéens perdent ainsi beaucoup d'opportunités d'emploi. Et autre chose également qu'il faut signaler, autre innovation, c'est le fait que dorénavant les tenues scolaires sont uniformisées dans l'ensemble des écoles guinéennes. Oui, et donc, pour le secteur privé et pour le secteur public. Tout à fait. Donc dorénavant, et dans les collèges des écoles privées, aussi bien que dans les collèges des écoles publiques, ce n'est qu'un exemple, vous n'aurez qu'à rencontrer des élèves qui ne portent que les mêmes tenues. Donc cette différence, cette ségrégation entre élèves issus de familles riches, de familles pauvres, et c'est fini. Tout le monde est étudié. Et autre aspect par rapport aux innovations, est-ce qu'il y a eu des efforts qui ont été réalisés pour mettre fin à ce pléthorique d'effectifs dans les salles de classe? Oui, tout à fait. Des écoles ont été construites pratiquement un peu partout en Guinée, des écoles ont été construites en 2013. Mais il faut aussi reconnaître que beaucoup reste à faire aussi à ce niveau. Dans cet élément de reportage, nous sommes allés à Kondéa où nous avons vu cette école dans les images tout à l'heure. Ce tameau, ce hangar, c'est à Kondéa, c'est inconcevable. C'est à quelques kilomètres de Conakry, c'est à Kindia. De Kindia. Donc à Kondéa, les gens ont besoin de 6 salles de classe notamment. Or, ils savaient qu'ils n'ont que 4 salles de classe. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont recours à ces constructions qui relèvent de la période précoloniale, s'il faut le dire, coloniale. Et donc, cette façon d'étudier de façon archaïque influe négativement sur les résultats. Franchement, à ce niveau, il n'y a pas de conditions qui sont réunies de façon à aider les élèves à étudier convenablement comme il se doit à notre ère. Même si
aussi, des écoles aussi ont été construites. Il faut le reconnaître, comme à Boufa, un peu partout en Guinée forestier, dans la Guinée, en Haute-Guinée, en Basse-Côte. Oui, mais par rapport à ce manque d'infrastructures scolaires, il faut noter aussi le manque de formation de certains formateurs, des maîtres. Oui, c'est un débat qui revient à chaque fois. Il faut absolument former les professeurs pour qu'on ait des élèves qui sont compétitifs sur le plan international. Donc ce débat également, là-dessus, et même pour ce qui est de l'introduction de l'anglais, il faut saluer une initiative, celle de chercher des bourses d'études pour les professeurs d'anglais qui iront bientôt en Afrique du Sud, on l'espère, pour travailler avec les experts sud-africains sur le programme de formation de l'introduction de la langue anglaise en Guinée. Donc c'est une avancée aussi majeure. Certainement, dans les mois à venir, la Guinée aura des professeurs en anglais qui iront en Afrique du Sud pour parfaire leur niveau en anglais afin de dispenser des cours en anglais qui sont vraiment de qualité, qui sont vraiment qui répondent aux standards internationaux. Et autre fait qui existe aussi aujourd'hui dans le secteur éducatif, c'est ce cas des étudiants fictifs ou illégalement installés dans les universités privées, c'est-à-dire ces étudiants qui n'ont pas le bac, mais qui s'autorisent à aller s'inscrire dans les universités privées parce que papa peut payer l'école. Oh, oui, certes, c'est plus visible, c'est plus facile dans les universités privées, mais malheureusement, ce n'est pas que dans les universités privées aussi. L'affaire a éclaté il y a 2 ans, cela notamment à Zirikore, à l'université de Zirikore, on a constaté qu'il y avait des étudiants qui étaient frauduleusement, illégalement installés. Alors, depuis lors, le gouvernement a mené une enquête et à l'époque, ça a permis de ressortir qu'il y avait 800 étudiants en Guinée qui étaient frauduleusement installés. Donc, imaginez-vous le chiffre, c'est énorme. 800 étudiants frauduleusement installés et ça a permis aussi de démanteler le réseau. Oui. Et donc, à ce stade, les efforts se poursuivent et on espère que ça va aboutir. Et une dernière question, tu abordes également dans ce reportage l'implication des inspecteurs du ministère des Finances dans l'organisation des examens nationaux en 2013. Qu'en est-il? Là, c'est franchement le sujet que les gens n'aiment pas aborder à ce niveau, le sujet dont tout le monde se méfie. Pourtant, ça a été à la une de tous les journaux ici à un moment donné. À la une de tous les journaux. Or, il faut aussi admettre qu'en 2013 et 2012, il y a une forte campagne pour qu'il y ait une tolérance zéro au niveau des examens nationaux. Dans ces conditions, il est inconcevable qu'après une telle affaire, il n'y a aucune communication, il n'y a aucune transparence, il n'y a aucune suite franchement qui puisse éclairer la lanterne des citoyens des uns et des autres. Et c'est en cela qu'il est aujourd'hui important de publier un rapport, de publier ce rapport, de faire comprendre justement combien était prévu par le ministère de l'enseignement préuniversitaire pour l'organisation des examens nationaux et combien ont été dépensés après que les inspecteurs des finances se soient impliqués. Et je pense qu'il y va de l'image de l'éducation en Guinée, de l'image des ministères et de la crédibilité des cadres guinéens dont on fait la promotion. Et aussi une manière de punir les auteurs. Oui, et là, soyons prudents, attendons que le rapport soit publié pour dire si effectivement il y a eu tentative de détournement, tentative de surfacturation, s'il faut le dire, c'est le mot qui a beaucoup été utilisé dans la presse à l'époque. Merci Kernan Soumane d'être sur ce plateau. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Joyeux Noël à tous les fidèles chrétiens de Guinée d'ailleurs, surtout aux tout petits. Merci à vous.